me présente peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis, depuis la fin du mois de juin de l'année dernière, président de la Maison d'Amérique latine. J'ai succédé à Alain Rouquier, à qui on doit d'ailleurs la présence de Ricardo, qui est un grand ami d'Alain depuis longtemps. Donc je voulais simplement vous dire, puisque vous êtes tous des amis d'Haïti, que si jamais vous n'êtes pas suffisamment fatigués ce soir, demain a lieu dans cette maison, pas dans cette salle, mais à la même heure, à 19h, la remise du prix Roger Caillois, qui est un prix de littérature qui est remis chaque année ici. Et le prix de littérature française sera remis à René Depestre. Donc, pas peine de présenter René Depestre pour des gens qui s'intéressent à Haïti. Mais comme René Depestre a, je crois, selon les sources biographiques, entre 98 ans et 100 ans, il ne sera pas là. Mais il a enregistré pour nous vendredi une petite vidéo, parce qu'il vit à Lézignan-Corbière dans l'Aude, pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, à défaut de le voir en vrai, on le verra quand même dans cette vidéo qui est quand même très très récente et qui est, enfin, étant un peu privilégié, je l'ai déjà vue, assez émouvante. Merci. C'est à quelle heure, Jean-Marc? 19h au Salon Brasilia. Donc 19h au Salon Brasilia. Bonsoir à tous, bonne année, puisqu'on est encore en janvier. Merci d'être venus aussi nombreux pour écouter Ricardo Seitenfus. En fait, justement, l'année 2025 marque les 15 ans du séisme qui a dévasté Haïti. Hier, ça fera exactement 15 ans, le 12 janvier, en tuant près de 300 000 personnes, en ravageant les infrastructures, les logements, le système éducatif, le système de santé, en provoquant aussi un élan de solidarité et les problèmes qui sont venus avec, dont on pourra parler. 2025, c'est un autre anniversaire, c'est aussi le bicentenaire de la dette imposée par la France à Haïti. Donc, la date exacte, c'est le 17 avril 1825. À l'époque, Charles X signe une ordonnance par laquelle la France ordonne à Haïti de lui accorder un accès privilégié à son commerce et de dédommager les anciens colons en payant une indemnité de 150 millions de francs. C'est la condition pour reconnaître l'indépendance. Pour payer cette indemnité, Haïti est entré ensuite dans une spirale d'endettement auprès de banques françaises. C'est pour ça qu'on a appelé ça la double dette d'Haïti. Alors 15 ans après le tremblement de terre, quand à l'époque le monde entier promettait de reconstruire Haïti en mieux, force est de constater que le pays ne s'est jamais relevé. Il est allé de catastrophe en catastrophe. Les Haïtiens vivent dans des conditions qui sont plus détériorées aujourd'hui qu'au lendemain du séisme. À l'époque, pour vous donner une idée, 3 millions de personnes, soit un tiers de la population haïtienne, avaient besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Aujourd'hui, c'est le cas de la moitié de la population, notamment du fait de l'insécurité alimentaire. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a récemment fait savoir que plus de 5 millions de personnes en Haïti sont confrontées à la faim aiguë. Donc, Haïti est le pays le plus pauvre de la région Amérique latine-Caraïbes. C'est aussi l'un des plus pauvres pays du monde. Il est en récession permanente depuis 2019. Et c'est aussi un des pays les plus vulnérables au monde face aux catastrophes naturelles, ouragans, inondations, tremblements de terre. Même après celui de 2010, on en a eu d'autres. En 2021, il y en a eu un autre important. Aujourd'hui, il y a en plus un problème d'insécurité très très grave, dramatique. Les gangs armés se sont développés au point de contrôler la quasi-totalité de la capitale, Port-au-Prince, ce qui a poussé l'ONU à commencer à évacuer son personnel de la capitale. L'ONG MSF, Médecins sans frontières, a également suspendu ses opérations en réponse aux menaces de violence. Et du fait justement de cette violence, plus de 700 000 personnes ont été contraintes de se déplacer, dont la moitié sont des enfants, ce qui complique encore plus tout l'accès à la nourriture, évidemment, et à tous les services. Alors, il faut aussi rajouter un élément, parce que je vous ai donné quelques chiffres comme ça, mais en fait, on ne sait pas très bien, c'est pas très facile de savoir ce qui se passe en Haïti. Pour toutes ces raisons, la presse le couvre souvent de l'extérieur. Si vous voyez, par exemple, le correspondant du Monde, il est en Martinique, et c'est le cas de beaucoup de journaux. Beaucoup d'intellectuels et tout ont quitté et sont à l'étranger, écrivent depuis l'étranger, donc on dépend un petit peu de sources comme ça. Donc Ricardo pourra nous en parler. Donc on voudrait organiser cette conférence en 3 grands axes. Une première partie qui serait un diagnostic en fait, de la situation actuelle du pays. Une deuxième partie sur le rôle et les responsabilités des acteurs internationaux. Et enfin, une partie sur les scénarios de sortie de crise. Et on terminera à la fin en ouvrant les questions à la salle.
On aimerait que ça soit vraiment des questions et pas des affirmations, pas des commentaires si c'est possible, plutôt des questions et les plus courtes possibles pour qu'on puisse justement avoir un vrai débat et pouvoir écouter Ricardo qu'Anaïs va présenter maintenant avant de lui céder la parole. Oui, bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, Lamia. J'en profite pour nous présenter aussi à ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Lamia Walalou, Anaïs Fléchet, nous sommes co-animatrices de cette tribune de l'actualité latino-américaine et caribéenne avec nos deux collègues, Olivier Compagnon et Christophe Ventura, qui ne sont pas ici ce soir parce qu'on tourne un petit peu en fonction des journées. Et donc, très heureuse d'avoir aujourd'hui avec nous Ricardo Seitenfus. J'espère que je n'écorche pas trop la prononciation de ton nom, Ricardo. Ricardo qui a été longtemps professeur de droit international à l'Université fédérale de Santa Maria, donc au sud du Brésil, qui est un des premiers chercheurs d'ailleurs en relations internationales, avec un doctorat spécifiquement en relations internationales au Brésil, et qui donc a beaucoup écrit sur des questions relatives au droit international, à l'histoire des relations internationales, l'histoire de la politique étrangère brésilienne également, et qui connaît très bien Haïti, pour y avoir été à de nombreuses reprises, pour y avoir résidé également, notamment en tant que représentant spécial de l'Organisation des États américains, ce qu'il a été entre 2009 et 2011, qui est peut-être la plus longue période à laquelle tu étais sur le terrain en Haïti. Donc Ricardo a été partie prenante en fait de ce qui se passait en Haïti en tant que acteur, observateur, en tant que représentant de l'OEA. Il a été aussi un analyste, un critique et un spécialiste de ces questions de relations internationales en lien avec Haïti, sujet sur lequel il a écrit beaucoup d'ouvrages dans plusieurs langues, en brésilien, en espagnol, en français principalement, en anglais également. Je vous en fais passer ici deux, peut-être dans le public, comme ça vous donnera une idée, avec des thèmes sur lesquels on reviendra dans la discussion. L'échec de l'aide internationale à Haïti, avec un sous-titre assez éclairant, dilemme et égarement, donc peut-être un des sujets sur lesquels on va revenir, et la ONU y el choléra en Haïti, donc l'ONU et le choléra en Haïti, c'est aussi une thématique qu'on va aborder. Alors, outre ces livres, donc beaucoup d'ouvrages sur les relations internationales, les organisations internationales également, et puis un livre qui va paraître bientôt en français, qui reprend toute une série d'articles que tu as écrits, Ricardo, depuis les années 2000, c'est ça ? 2024. De 2007 à 2024, sur Haïti. Le titre « Écrit à contre-courant au fil du temps ». Donc c'est bientôt disponible, ça doit sortir en février, si je ne me trompe pas, à Port-au-Prince, mais disponible aussi chez Amazon Plus. Voilà, c'est toi qui l'as dit, pas moi. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Haïti, je dois le dire que c'est un sujet qu'on souhaite aborder ici à la tribune de l'actualité latino-américaine et caribéenne depuis longtemps. Et je vois que la présence du public, un jour de janvier et de grand froid, montre qu'il y a un vrai intérêt et un vrai besoin d'éclairage sur la situation en Haïti. Donc on est très content de pouvoir t'écouter sur ce sujet. Et comme l'a annoncé Lamia, on pourrait peut-être commencer tout simplement par un diagnostic de la situation actuelle. Merci Anaïs, merci Lamia, merci à la Maison de l'Amérique latine pour m'avoir invité à cette conférence. Et je profite pour la dédier à un grand ami personnel, mais également un grand ami de l'Amérique latine, l'ambassadeur, le professeur Alain Rouquier. C'est dédié à lui cette conférence. Écoutez, j'ai préparé 27 pages pour vous lire et je ne vais pas le lire parce que c'est évident qu'il y a beaucoup à dire sur Haïti et je vais toucher quelques points qui me semblent pertinents. D'abord, on m'a demandé, Olivier Compagnon, lorsqu'on a commencé à réfléchir sur le sujet et sur le titre de la conférence, et on m'a demandé de
tracer les perspectives d'Haïti. J'ai craint de ne pas pouvoir le faire comme je voudrais, parce que les Haïtiens ne sont même pas d'accord sur leur passé, vous imaginez, sur l'avenir, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup d'interprétations sur le passé. On vient de voir Lamia parler de la double dette, mais il y a beaucoup d'intellectuels et l'opinion publique haïtienne pense que le mal haïtien naît à ces moments-là, naît au moment de l'indépendance, la façon qu'Haïti arrive à forceps sur le système international. Je dirais simplement que de tous les pays qui se libèrent de la colonisation, peut-être Haïti a été le plus maltraité de l'histoire des relations internationales. Et Haïti avait raison. Tout ce qu'Haïti préconisait en 1804, 1803, 1804, plus tard va être reconnu comme l'autodétermination des peuples, comme le combat au racisme, le combat au colonialisme. Tout cela est sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le problème pour les Haïtiens, c'est qu'ils ont eu raison trop tôt. Le monde n'était pas préparé pour une révolution radicale comme c'était la révolution haïtienne. Même dans mon pays, au Brésil, je vous rappelle qu'on va en finir avec l'esclavage en 1888, 84 ans après Haïti. Et lorsque des personnes de couleur à Rio arboraient sur le cou une photo de Toussaint Louverture, on a dit, voilà, on nous a envoyé avec un virus, le haïtianisme. C'est le virus de la liberté. C'est le virus qu'il fallait combattre. Donc, Haïti a commencé sa vie internationale, et pour me référer à Garcia Marquez, qui va être 200 ans de solitude. 200 ans de solitude dans le système international. On va leur dire, vous pouvez vivre comme un quilombo, comme un palenque, mais vous ne serez jamais accepté dans le système international. Vous n'aurez jamais une marine marchande, parce que les navires, comme vous savez, transportent des marchandises, mais également transportent des idées. Et les idées haïtiennes étaient trop révolutionnaires, faisaient peur à que ces systèmes qui étaient basés sur le colonialisme, sur l'esclavage et sur le racisme, qui était le système qui prédominait le monde occidental, s'effondrent sous l'inspiration haïtienne. Donc, je vois là le péché originel d'Haïti d'avoir eu raison trop tôt. Et même 1826, lorsque Bolivar, qui a réussi l'indépendance de la Grande Colombie, ce qui est aujourd'hui la Colombie et le Venezuela, réunis au Congrès du Panama pour en discuter cet éclatement des anciennes colonies hispano-américaines et portugaises, Haïti n'est pas invité. Haïti, qui était à la base de la lutte contre le colonialisme espagnol, n'est pas invité. Donc s'ouvre justement cette période de solitude haïtienne dans le système international et de la peur qu'Haïti procurait aux colonialistes, aux racistes, aux marchands d'esclaves. Anaïs vient de lire les premières paroles de mon texte, c'est-à-dire, c'est une très belle phrase. Je vais vous lire. On peut broder à l'infini sur les raisons de la multitude ou la multidimensionnelle crise haïtienne. On peut dire de tout. Mais il y a une certitude. Personne ne sait quoi faire. Personne, ni le système international, ni les organisations internationales, ni les grandes puissances, ceux que j'appelle les trios impériaux, France, Canada et États-Unis, ne savent pas quoi faire. Et les Haïtiens non plus ne savent pas quoi faire. Parce qu'on est en face d'une situation qui est
Est-ce que, Ricardo, justement, tu peux la décrire rapidement, la situation d'aujourd'hui, en quelques mots, pour un petit panorama, un diagnostic de la situation d'aujourd'hui? La situation aujourd'hui en Haïti, c'est un pays sans gouvernement, sans parlement, sans aucune autorité légale en exercice. Il y a une transition qui se fait sous la conduite d'un conseil électoral transitoire. Et alors là, je profite pour dire que la transition en Haïti est permanente depuis 1987. C'est très important que je vous dis maintenant. Les forces politiques haïtiennes, les 266 partis politiques haïtiens, je répète, 266 partis politiques haïtiens, ils se complaisent, ils s'accommodent avec les transitions. Parce que la transition, elle permet qu'on puisse faire des arrangements. On puisse partager un petit gâteau, mais c'est un gâteau quand même. Et comme l'ascension sociale en Haïti est pratiquement bloquée, soit par l'éducation, soit par le mariage, soit par le travail, il y a une voie d'ascension sociale, c'est la politique. Donc il y a beaucoup d'intérêt sur la politique, surtout dans ce qu'on appelle la République de Port-au-Prince, qui concentre justement le gros de la population, mais également de l'économie et de la politique haïtienne. C'est pas le bien. Donc on a un gouvernement qui est provisoire, qui n'a pas été élu, qui ne doit pas rendre de compte, puisque la transition est justement sur ça, on ne doit pas rendre compte. Il y a 3 des 9 conseillers présidentiels qui sont accusés de corruption, alors la justice haïtienne ne peut rien dire, ne peut rien faire. Il y a des partis qui ont signé l'accord et qui critiquent cela. Donc, ils promettent organiser des élections jusqu'à la fin de l'année. Mais avant cela, au mois de mai, on promet également un référendum constitutionnel. C'est une autre paire de manches. Probablement, rien de cela va être respecté, ni le référendum constitutionnel, ni les élections. Pourquoi? Parce que depuis 1986, départ de Baby Doc, 87, constitution haïtienne, on bloque la réforme constitutionnelle en disant dans la constitution elle-même qu'on ne peut pas la réformer. C'est extraordinaire. Et on dit on peut pas, on dit, c'est écrit dans la constitution qu'on ne peut pas faire appel au peuple pour modifier la constitution. C'est écrit cela, comme c'était quelque chose d'intouchable, gravé sur le marbre. Donc, ce qu'on veut faire, c'est renverser cette logique et faire une réforme constitutionnelle. Pourquoi faire une réforme constitutionnelle? Pour en finir avec le jeu entre l'exécutif et le Parlement. Pourquoi? Parce que on a un système qui ressemble un peu à l'Italie, qui ressemble un peu à la Belgique, qui ressemble un peu à la France, et vous savez de quoi je parle, où le président propose et le Parlement dispose du gouvernement. C'est-à-dire que le président va devoir avoir une majorité parlementaire et pour pouvoir affirmer un gouvernement. Et en Haïti, tout est possible d'être négocié. N'est-ce pas? Une ambassade, un avantage. Enfin, c'est très difficile que le gouvernement, que le président de la République et la majorité parlementaire sans des grandes négociations et parfois des négociations très longues et souvent en impliquant, en débouchant sur une paralysie gouvernementale. Donc, il y a un élément très important dans l'actualité qui échappe des normes haïtiennes depuis 1987, qui est l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. Pourquoi? Parce que depuis l'ascension d'Aristide, le premier mandat d'Aristide, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un putsch contre Aristide, Raoul Cedras, et on s'est arrangé pour qu'Aristide parte avec la famille aux États-Unis.
comme ça, on a fait, souvent ensuite, quand Aristide est revenu, on a fait un passeport doré pour Raoul Cedras partir à l'étranger. Donc on s'arrange pour trouver un moyen pour que le perdant perde le pouvoir, mais ne perde pas la vie. Ça a été avec plusieurs cas de plusieurs ministres, de premiers ministres, de Gary Conille, comment il s'appelait l'antérieur, le précédent, avant Conille, qui est resté deux, Ariel Henry. Enfin, on s'est arrangé pour que ne se fasse pas, qu'on ne paye pas avec sa vie. Or, avec Jovenel Moïse, c'était le contraire. C'est le contraire, il était assassiné dans sa résidence par des commandos étrangers mêlés avec la CIA, avec des gens louches qu'on ne savait pas. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas très bien qui est derrière quoi. De toute manière, c'est une coupure dans cette tradition d'arrangement qu'il y a eu entre le perdant et les gagnants à partir de 1987, parce que même Baby Doc est parti, ensuite il est revenu en Haïti. Donc, est-ce qu'il y a un lien justement entre cet acte violent, cette coupure, et la violence qui est actuellement en train de dominer le pays avec les gangs qui contrôlent la capitale? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça justement? Comment est-ce que les gangs sont devenus aussi importants? Comment est-ce qu'aujourd'hui la moitié de ces gangs sont composés selon l'UNICEF d'enfants, avec un recrutement d'enfants qui a augmenté de 70% au cours de la dernière année, ce qui complique d'autant plus l'idée de s'attaquer à ces gangs-là, parce que s'attaquer à des enfants, c'est quand même aussi compliqué. Donc, est-ce qu'il y a un lien et est-ce que tu peux revenir sur cette question d'insécurité? Je peux dire deux choses. D'abord, il y a ceux qui sont du parti du gouvernement de Michel Martelly, ensuite de Jovenel Moïse, qui disent fortement qu'il y a un lien évident entre l'accroissement de la violence à partir de l'assassinat de Jovenel Moïse jusqu'à arriver au sommet de la violence qu'aujourd'hui, puisque l'année dernière, selon les informations, il y a eu 5400 assassinats en Haïti. Donc, on peut arriver à cette conclusion. Ce que je peux vous dire déjà qu'on est en petit comité, je vais vous raconter probablement ce que vous ne savez pas, parce que presque personne ne le sait. Je ne connaissais pas M. le Jovenel Moïse, mais des conseillers à Jovenel Moïse ont pris contact avec moi et j'ai eu M. Moïse par WhatsApp à plusieurs reprises. Et qu'est-ce qu'il voulait de moi? Il voulait que je fasse des contacts au Chili, aux États-Unis, à New York et au Brésil avec des universitaires compétents dans les questions des gangs, parce que vous savez qu'ils sont très importantes en Amérique latine, pour identifier qui était qui dans cette... Et on a discuté à plusieurs reprises autour de cela, et on a fait un pré-projet pour identifier les gangs, surtout les gangs de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Une semaine avant qu'on donne le pré-projet, ce n'était pas encore un projet, il a été assassiné. C'est tout ce que je peux vous dire. S'il y a un rapport entre cela ou non, mais on voit que la préparation de ces assassins était bien plus ancienne. Et évidemment, il y a eu le concours, libéré ou pas, conscient ou pas, des autorités policières et militaires de la République dominicaine. Donc il y a sans doute qui sont passés par la République dominicaine pour pouvoir assassiner. À partir de là, il y a un crescendo des kidnappings. Parce que la police n'a pas les moyens également de les contrôler. Il y a toujours eu un boycott des armes, des équipements pour la police, pour la PNH, de la part de la communauté internationale, de la part des Nations Unies, de la part des États-Unis. Donc on voyait une chose assez bizarre. On voyait la libre circulation des armes venant de Miami vers Haïti, soit directement dans des containers
même avec des donations, avec des dons. Des églises, soi-disant églises, recevaient des dons en vêtements, et à l'intérieur du conteneur, il y avait des armes modernes. Ou sinon, en passant par la République dominicaine. Donc il y a une contradiction entre cela, que les États-Unis ont été demandés par tous, même par le Conseil de sécurité, pour qu'ils arrêtent, pour qu'ils contrôlent l'entrée, la sortie d'armes des États-Unis vers Haïti, qu'ils n'ont jamais fait ou qu'ils n'ont pas eu la bonne volonté de le faire. Et d'autre part, ils contrôlent l'arrivée d'équipements policiers pour la PNH, en disant que probablement ces équipements allaient se retrouver dans les mains des gangs. Donc, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a une moyenne internationale de policiers par habitant de 3,2, 3,4 en France, aux États-Unis, la moyenne européenne. En Haïti, il y a 0,5. Il y a un, mais en fait, il y a la moitié sont dans des postes administratifs. Il y a 0,5 policiers qui sont effectivement dans la rue. Donc c'est inacceptable avec les conditions haïtiennes qui ont eu si peu de policiers et si mal entraînés. Et lorsque j'étais représentant de l'OEA en Haïti, je me disais à partir de 1995, lorsque Jean-Bertrand Aristide a éliminé les forces armées, j'ai dit à partir de maintenant, il y aura seulement une structure organisée, hiérarchisée et armée, sera la PNH. Donc il faut que cette PNH soit démocratique, il faut qu'elle soit bien équipée, il faut qu'elle soit professionnelle. Et j'ai essayé de faire en sorte que d'autres pays, comme les pays latino-américains, participent à la formation, à l'école de police. Les États-Unis, le Canada et la France n'ont jamais permis que les latino-américains participent à la formation de la PNH. Ils voulaient que les latinos soient à la MINUSTAH. 73% des militaires de la MINUSTAH provenaient d'Amérique latine. Parce que la MINUSTAH, c'était le présent, mais pas l'avenir. L'avenir, c'était la PNH. Et maintenant, on commence à entendre certains bruits, là bien, de dire que la PNH commence à avoir des velléités politiques, ou des velléités putschistes, ou qui commence à devenir un acteur politique. Donc, cela complique encore davantage, puisqu'on n'est pas en face d'une institution qu'on puisse avoir totalement confiance. Mais peut-être, Ricardo, parce que c'est vrai que c'est important de voir dans la longue durée quels sont effectivement les éléments qui peuvent expliquer la situation actuelle. On a quand même l'impression qu'il y a une rupture avec une urgence à la fois humanitaire et sécuritaire qui aujourd'hui atteint des proportions vraiment considérables qui n'étaient peut-être pas celles qui existaient auparavant. Dans cette évolution, il y a plusieurs moments qui sont à prendre en compte. Tu l'as mentionné, donc le tremblement de terre, donc en fait, commémore aujourd'hui le 15e et triste 15e anniversaire, et ce tremblement de terre qui a aussi été peut-être pas le point de départ, mais un moment crucial pour comprendre l'action de la communauté internationale et la manière dont elle se redéploie en Haïti dans les années 2010. C'est un élément sur lequel tu insistes beaucoup dans tes écrits. Et au fond, ces acteurs internationaux, quelles responsabilités ont-ils dans la situation actuelle? Est-ce que tu pourrais peut-être nous faire part de tes analyses sur le sujet, sachant que toi-même, tu as été un de ces acteurs internationaux, donc la double casquette est intéressante. Sans doute. Ce qui m'a permis de voir les choses depuis l'intérieur, n'est-ce pas? Parce que, comme on a dit, j'ai travaillé avec les organisations internationales du point de vue de la recherche, mais je n'avais pas l'idée comment elles fonctionnaient depuis l'intérieur. C'était une expérience évidemment marquante, unique. Je crois que la communauté internationale, j'ai des difficultés de parler de la communauté internationale. Je parle plutôt aujourd'hui de l'international. Ce n'est pas une communauté. C'est très divisé par rapport, non seulement à Haïti, mais par rapport à beaucoup d'autres
Si on veut dire que la communauté internationale, c'est l'Occident, à la limite. Mais même l'Occident, aujourd'hui, il y a des failles. Par exemple, le Brésil ne ferait pas partie, à partir du moment qu'il fait partie des BRICS, de cette communauté occidentale, n'est-ce pas? Donc, il faut faire très attention avec cette expression communauté, parce que semble que c'est une communauté d'intérêt qu'on n'est pas si évident. Je crois qu'il y a 3 pays, ce que j'appelle aussi les tridents impériaux, historiques et actuels, c'est la France, le Canada et les États-Unis. La France pour des raisons évidentes, et je suis très heureux d'être ici à Paris pour parler sur Haïti, comme chercheur et comme brésilien, mais également parce que je me suis rendu compte que mon rôle était beaucoup plus qu'un fonctionnaire international représentant une organisation internationale, mais plutôt un chercheur universitaire, académique et indépendant. C'est pour ça que je suis là. Et c'est pour ça que j'écris. Et c'est pour ça que je n'ai pas d'agenda double, je n'ai pas de jeu caché. Je suis ce que je suis, point final. Et c'est pour ça que ni les organisations ni ces tridents impériaux m'apprécient beaucoup, vous voyez. Et ils n'aiment pas beaucoup ne lisent pas beaucoup mes écrits. Quand les écrits sont faits de bonne foi, ils essaient uniquement et exclusivement aider à comprendre, à expliquer et trouver d'autres chemins pour Haïti. Parce qu'on répète d'une façon sans cesse les mêmes erreurs du passé. J'essayais de dire à mes collègues ambassadeurs à l'époque, essayons d'autres erreurs. Essayons d'innover dans les erreurs, mais pas répéter les mêmes. Et là, c'était assez difficile parce que d'abord, on méprisait le travail qu'on faisait. Ça, c'est pas la meilleure façon de faire du bon travail. Ensuite, je crois qu'il faudrait dire un mot sur l'Amérique latine. Parce qu'en fait, quand je dis que l'Haïti a connu 200 ans de solitude, c'est dans 200 ans de solitude inclus avec l'Amérique latine. Séparé, Haïti rarement était considéré comme latino-américain. C'est quelque chose d'un peu étrange, un peu bizarre, un peu différent. Je parlais du congrès de Panama de 1826, mais je peux parler d'autres exemples. Il y a une rencontre entre l'Amérique latine et Haïti en 2004, au bicentenaire de l'indépendance. À travers quoi? À travers la MINUSTAH. C'est-à-dire l'Amérique latine arrive en Haïti avec la MINUSTAH. Et comment elle arrive en Haïti à travers la MINUSTAH? Et ça, c'est très important ce que je vais vous dire, parce que personne ne sait pas très bien comment des régimes de gauche comme Lula envoient des troupes en Haïti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand on a un principe fondamental qui est un principe du droit international et du droit interaméricain, de non-intervention quand il s'agit des problèmes domestiques. Et qu'est-ce qu'il y avait en Haïti en 2004? Un problème tout à fait électoral, de transition, de voir le gouvernement, de la légitimité. Et pourquoi l'Amérique latine a décidé d'envoyer des soldats? Et vous croyez que les soldats latino-américains sont les meilleurs professeurs de démocratie? C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Donc, on envoie des soldats là où il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de guerre en Haïti. Et pourquoi on le fait? Et ça, je me suis posé la question, la mienne. Il y en a bien plus tard, quand j'ai commencé à rédiger les livres, parce que j'étais un de ceux qui prenaient, non, on va là-bas, on va remplacer les Marines, on va être plus humaniste vis-à-vis des Haïtiens, on ne va pas faire des atrocités, des assassinats à gauche et à droite, comme on fait avec les interventions de certains pays que je ne vais pas citer. Je pensais sincèrement, c'est après, en faisant des recherches, que j'ai vu que le 25, c'est un détail, mais c'est très important parce que ça éclaire tout ce qui va se passer après. Le 25 février 2004, les groupes du Rio, c'est la toile CELAC, donc 18 pays latino-américains, émettent un communiqué en portugais et en espagnol à Brasilia. Le Brésil était le secrétaire exécutif de la CELAC à ce moment-là,
en prenant la reconnaissance de la légitimité de Jean-Bertrand Aristide, en disant qu'il était élu et qu'il fallait faire une négociation avec lui. 25 février 2004. Vous savez que le 29 février, il était mis dans un avion et il est parti. Je ne vais pas entrer dans ces détails parce qu'il y a au moins 2 versions, mais le fait est celui-là. Un kidnappé, l'autre sauvé. Enfin. Le 25 février, Villepin téléphone au ministre des Affaires étrangères du Brésil en disant, écoutez, ça, c'est pas possible, l'Amérique latine doit appuyer un changement en Haïti. Et le ministre des Affaires étrangères du Brésil dit, oui, on verra. Mais le 4 mars, donc une semaine après, un peu plus d'une semaine, le Brésil a fait une déclaration par Lula, par le porte-parole de Lula, en disant que Lula avait reçu un coup de téléphone de Chirac et de Bush, et avait décidé d'envoyer 1200 soldats en Haïti. Donc, une semaine, en 9 jours, on a changé de l'eau au vent. 180 degrés, ce qui est très rare dans la diplomatie brésilienne. Et pourquoi cela? Pourquoi? Parce qu'on a cru qu'en enlevant Aristide, on allait mettre à sa place Gérard Pierre-Charles, qui était à l'époque, et avant, était le président du OPL, et ensuite ça va devenir une branche de la Valace, jusqu'à la rupture fin des années 90, qui était l'ancien Parti communiste chinois, l'ancien Parti communiste haïtien, qui était réfugié au Mexique pendant des années, qui connaissait tous ces nouveaux dirigeants de gauche latino-américains qui avaient passé par le Mexique. Donc, et alors, je suis allé au Forum de São Paulo. Peut-être vous savez de quoi je parle. Au Forum de São Paulo, vous pouvez constater, il y a une déclaration du Forum de São Paulo à La Havane en décembre 2001. Décembre 2001, on préconise un putsch contre Aristide. En décembre 2001, la gauche latino-américaine, le Forum de São Paulo, je vous rappelle, c'est l'union entre le Parti des travailleurs brésiliens et le PCC, le Parti communiste cubain. C'est Lula et Fidel Castro. Donc pour moi, c'était ahurissant, mais ça expliquait le pourquoi de ce changement. La diplomatie a dit non intervention, et l'exécutif, le président Lula au palais du Planalto, dit on va intervenir. Et quand le Brésil décide cela, il amène l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et d'autres, le Chili qui était déjà avec la BIF, n'est-ce pas? Mais n'amène pas ni Cuba, ni le Mexique, ni le Venezuela. Donc il y a là une rupture. Donc vous voyez, ça pour l'histoire, c'est très important. Et aujourd'hui, on demande aux Brésiliens de revenir en Haïti, ils ne vont pas. On demande aux Latino-Américains de revenir en Haïti, ils ne vont pas. Pourquoi? Parce que chat échaudé a peur de l'eau froide. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la transition de ces militaires brésiliens qui sont passés par Haïti? Ils sont devenus des gens respectables. Ils ont résolu les affaires haïtiennes. Attendez, je vais faire. Ils ont résolu les affaires haïtiennes. Ils ont été remerciés par les Nations Unies. Ils sont tous devenus des ministres de Bolsonaro. Ils sont tous devenus des ministres de Bolsonaro. 8. Donc la gauche qui est de nouveau au pouvoir aujourd'hui, non, on ne va pas commettre la même erreur. On n'ira pas. C'est pour cela qu'on trouve cette Haïti, cette solitude à nouveau face à l'Amérique latine, et les dirigeants du conseil électoral, conseil présidentiel provisoire essayent de faire du feu avec n'importe quel bois. Ils demandent à la Colombie, ils demandent au Mexique, ils demandent au Venezuela. Leslie Voltaire est allé ici. Il appelle au secours à tout le monde. Est-ce que l'ONU aujourd'hui aurait une légitimité pour faire quelque chose? Est-ce qu'elle en aurait la possibilité, en sachant que les acteurs ont des positions très différentes? Et une question qui est liée à ça, comment est-ce que vous voyez l'impact de l'élection de Trump sur la situation en Haïti? Oui, c'est deux choses qui sont liées, oui, mais sont très importantes. La première, l'ONU, la légitimité de l'ONU. Robert Fatton a fait la préface de l'édition de mon livre, celui qui se promène là dans l'édition anglaise. Elle dit qu'Haïti est de facto un protectorat sous la protection des Nations Unies.
L'ONU aujourd'hui n'a aucune légitimité de revenir en Haïti. Ban Ki-moon l'a reconnu en disant que les Haïtiens détestent les Nations Unies. La MINUSTAH a été approuvée par 10,7% de la population dans une enquête qui a été faite. Et l'ONU doit passer par une épreuve qu'elle n'est pas prête à la réussir. C'est-à-dire, il faut que le Conseil de sécurité dise ni l'obstacle pour une nouvelle opération de paix. Et ni la Chine, et ni la Russie sont inclines à le faire. Ils disent une chose qui est, je crois, qui est vraie. Haïti n'est pas une menace internationale, donc ça ne se caractérise pas par une opération de paix selon le DPKO, selon les prévisions de la Charte des Nations Unies. C'est qui est vrai. Mais évidemment, personne ne peut nier qu'il y a des arrière-pensées. N'est-ce pas? Tout est lié avec l'Ukraine et tout le combat qui se prépare avec l'arrivée de Trump, c'est la grande interrogation. Moi, j'ai une interprétation double dans une semaine, non? le 20 janvier, lorsque Trump assumera. J'ose répéter ce qu'il a dit lors de la campagne précédente, qu'Haïti était un pays de merde. Donc Haïti n'a aucune importance. Il pourrait continuer à penser à cela, isolationniste qu'il est, laisser tomber Haïti, et dans ce sens, je vois que certains politiciens haïtiens comptent sur cela, comptent sur l'absence d'une volonté de Trump de se mêler des affaires haïtiennes, au contraire de ce que les démocrates ont fait, ont essayé de le faire. Depuis Bill Clinton, en passant par tous les autres, même par Biden, tous les efforts que Biden a fait pour monter cette mission multilatérale de sécurité sous la conduite du Kenya, qui n'était pas une mission des Nations Unies. C'est une mission autorisée par les Nations Unies. Donc il y a un problème central pour les États-Unis. Il y a un article d'une ambassadrice des États-Unis qui éclaire très bien cela, en disant « Nous, on préfère les opérations de paix parce que ça nous coûte 25 centièmes, 25% de ce qui me coûte envoyer de Marines. Donc on préfère les opérations de paix pour faire le même travail. » Susan Rice a fait sa déclaration qui vous pouvez... C'est une conférence à Oregon en 2011, si je m'abuse. Vous pouvez trouver facilement dans Internet. Donc, les États-Unis veulent s'immiscer, régler, participer des affaires haïtiennes, mais payer le moins possible. Or, Biden est en train de faire exactement le contraire. C'est les États-Unis qui ont payé jusqu'à présent 95% du coût de cette mission composée par les Kenyans, maintenant par quelques Salvadoriens, quelques Guatémaltèques, enfin, c'est un bric-à-brac, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une opération de paix. Pour l'opération de paix, il faut l'aval du Conseil de sécurité, et on n'est pas encore la veille de cela. Il y a un autre problème, pour une opération de paix des Nations Unies, c'est que les Nations Unies ont apporté le choléra en Haïti en 2010 et n'ont pas reconnu cela. Le fait d'être négligent, d'une mauvaise préparation, le fait d'avoir de choléra, une épidémie de choléra à Katmandou, et ne pas faire les études prophylactiques, c'est ça qu'on dit, auparavant, et envoyer ces gens, ces soldats népalais en Haïti, a causé ce que Renaud Piarou, médecin épidémiologiste français, appelle un désastre, un tsunami cholérique, qui a tué entre 30 et 50 000 personnes, qui a infecté 800 000. Et qu'est-ce que les Nations Unies ont fait lorsque cela a été découvert, ce choléra qu'Haïti n'avait jamais eu dans son histoire? Parce que Haïti n'a jamais été envahi. Et le choléra est apporté par des militaires. Il y a eu le choléra aux États-Unis, il y a la Jamaïque, il y a Cuba,
il est à Porto Rico, mais pas en Haïti, parce qu'Haïti était indépendant depuis très longtemps. Il n'y a pas eu d'occupation étrangère. Et ceci a fait en sorte que ces choléras, les Nations Unies ne les reconnaissent pas. Ils ferment la base d'où sortaient les déchets humains qui étaient jetés directement sur la rivière de May et ensuite l'Artibonite, et qui a provoqué cette catastrophe en Haïti. Donc, Ban Ki-moon dit à la fin de son mandat, disant que plus jamais les Nations Unies vont être respectées en Haïti. Et pour cause, n'est-ce pas? Et pour cause. Donc, une autre opération de paix, ce que beaucoup réclament dans le système des Nations Unies, c'est il faudrait faire très attention avec la façon de poser cette entrée des troupes des Nations Unies. Ça ne veut pas dire que ce sont des enfants de cœur. Je vais vous dire, si vous permettez, une chose qui est en détail, mais pour quelqu'un qui s'intéresse pour les organisations internationales par le droit humanitaire est très important. Qu'est-ce que Ban Ki-moon a dit à un moment donné? Oui, nous sommes les coupables, mais nous ne sommes pas responsables. On sait très bien que la responsabilité est à la base de tout système juridique. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire, coupable mais pas responsable? Ah, parce qu'on a l'immunité. Ah, comment immunité? Oui, la Convention de Londres de 1946 accorde l'immunité aux opérations de paix. Or, 1946, il n'y avait pas d'opération de paix, la première en 1948. D'ailleurs, toutes les opérations de paix sont ad hoc, donc ont été construites selon les cas concrets. La charte ne prévoit pas ça. Ça veut dire que la Convention de Londres parlait, comme fait la Convention de Vienne sur le droit diplomatique, de protection des consuls, de protection des ambassadeurs, des diplomates, parlait des fonctionnaires civils des Nations Unies. Pas des militaires en armes, des armes offensives. Le département juridique, j'ai fini, le département juridique des Nations Unies, qui est au service du Conseil de sécurité, déclare que cette convention doit s'appliquer à toute personne, en armes ou sans armes, civiles ou militaires ou policiers, aux ordres secondaires, mais enfin aux ordres d'une décision du Conseil de sécurité. C'est un absurde. On arrive à la conclusion, imaginez-vous bien, que le droit de la guerre, les conventions de Genève de protection des civils, les conventions de Genève de protection des prisonniers, des militaires blessés, les seules forces qui, en thèse, en théorie, ne doivent pas respecter, ce sont les opérations de paix des Nations Unies. Vous voyez la situation absurde qu'on arrive, que les seuls combattants aujourd'hui qui sont immunes à toute persécution, au tribunal pénal international, au droit de la guerre, aux conventions de Genève, ce sont les soldats soi-disant de la paix. Et Ricardo, pour avancer sur les pistes que tu vois pour le futur, on voit à quel point ça serait compliqué une intervention d'une force de paix pour toutes les raisons que tu as expliquées. Les acteurs autour ont des agendas très divers et qui n'ont justement rien à voir avec une communauté et en tout cas pas forcément pour le bien d'Haïti. Quels sont, comme en même temps on refuse l'idée que ça soit maudit en fait, qu'il n'y ait pas de sortie de crise, quelles sont les pistes que tu vois qu'il faudrait envisager pour sortir de cette situation dramatique dans laquelle est le pays actuellement et donner de l'espoir, donner envie à la jeunesse d'y croire. Et voilà, si tu pouvais nous dire rapidement, et après on ouvrira les questions à la salle. Bon, je vais essayer d'être très objectif et peut-être vous allez pas être d'accord avec moi. Parce que le problème haïtien, c'est un problème multidimensionnel. Parce que du point de vue humanitaire, l'ami a parlé des 5 millions de personnes qui n'ont pas assez à manger. Vous parlez de l'enfance abandonnée ou l'enfance embrigadée dans des gangs. On peut parler de l'éducation, on peut parler du sous-emploi, du manque d'emploi.
On peut parler de l'abandon de l'agriculture, n'est-ce pas? On peut parler du crime commis par Bill Clinton lorsqu'il a fait détruire les rizières, la production des riz de l'artibonite lorsqu'il était gouverneur d'Arkansas. Mais pour moi, le problème essentiel, c'est un problème politique. Sans résoudre le problème politique, on ne résout rien. Je ne veux pas dire par là que les élections vont tout résoudre, non. Mais sans élections, rien ne sera résolu. Il faut que le peuple ait son mot à dire. Et l'élite haïtienne, au contraire de ce qu'un certain président a dit sur les conneries qu'ils font, ils ne sont pas du tout cons. Ils sont très intelligents. Ils sont très malins. Ils savent se débrouiller. Imaginez-vous, dans une population de 10 millions d'habitants, qu'ils retirent leur épingle du jeu. Ils sont très forts, ils sont très adroits. Ils sont en train de voir maintenant que Trump peut abandonner Haïti. Ils sont en train de sortir leurs griffes. Donc pour moi, la politique est au cœur des décisions. Et qu'est-ce que c'est la politique? C'est l'organisation des élections crédibles. Alors, on dit inclusive, transition inclusive, élection inclusive, des ruptures. Tout ça, c'est des balivernes. Ce qu'on ne veut pas, c'est donner la parole à l'électeur. Ça, on ne veut pas. Ni la communauté internationale, ni l'élite haïtienne, ni ces 266 partis politiques. C'est pour ça qu'ils préfèrent les transitions. Pourquoi on ne veut pas donner? Parce que j'ai proposé depuis 2009, j'ai insisté, et je suis le seul à parler de ça. Je veux savoir qu'est-ce qu'on fait avec le vote des Haïtiens qui se déplacent, parce que le vote n'est pas obligatoire, se déplacent parfois comme une fête, en s'habillant en dimanche, pour aller voter. Je veux savoir, et eux, ils veulent savoir, qu'est-ce qu'est fait avec ce vote. On le trouve brûlé on le trouve dans une rivière, dans une décharge. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas adopté le vote électronique. Personne ne veut le vote électronique. Trump sait très bien qu'il ne peut pas tromper le vote électronique. Il a essayé de prendre le pouvoir d'une autre façon. Bolsonaro aussi, il sait qu'il ne peut pas. Maduro a innové. Il sait qu'il a perdu les élections. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché les actes électoraux. Personne ne sait. Oh non, il est en une panne. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas truquer les votes électroniques. Donc pour moi, le vote électronique serait une façon de donner à l'électeur haïtien la véritable décision. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait faire ce que nous, en Amérique latine, on fait, ce que les Portugais ont fait, ce que la démocratie espagnole a fait. Il faut faire un pacte entre les acteurs politiques. Pacte de Monclos, on peut appeler ce pacte tacite, ce pacte écrit, mais il faut qu'on se mette d'accord sur un programme minimum. Comme si c'était une voiture avec un pare-brise pour regarder vers l'avant et les règles du jeu pour le combat électoral, pour le combat politique, parce qu'il faut, toute société humaine le fait, donc il faut l'organiser. Et un rétroviseur, pas pour régler les comptes du passé, mais loi d'amnistie, loi du pardon, pas d'oubli. Donc, c'est que nous tous, les pays de l'Est européen, les coloniels grecs, les Portugais, les Espagnols, toute l'Amérique latine a fait, Haïti n'a pas fait. Il ne parle pas de ça. Mais ce pacte devait être garanti, que j'appelle pacte de liberté. J'ai rédigé 2 ou 3 projets. 2 ou 3 pacte de liberté garantie démocratique devait être garanti par qui? Par le Conseil de sécurité. Pour dire aux acteurs haïtiens, n'allez pas à l'étranger pour demander secours. Parce qu'il y a beaucoup d'appels de pied qui naissent en Haïti pour que l'intervention étrangère vienne. Donc, pour moi, ces 2 éléments seraient capitaux. Ce sont des éléments qui peut-être ne sont pas importants, mais sont indispensables comme une première étape pour s'attaquer au véritable problème d'Haïti.
Quelles sont les véritables problématiques? La désespérance, le sous-développement. Préval a dit à la fin de son mandat qu'il ne fallait pas envoyer la MINUSA, envoyer des tanks, des chars d'assaut, mais il faut envoyer des tracteurs en Haïti. Il faut développer l'agriculture. L'agriculture haïtienne est à la base de la société haïtienne. Mais il y a beaucoup d'Haïtiens qui sont cosmopolites, qui vivent à l'étranger. Il y a une diaspora haïtienne très importante en Europe aujourd'hui, en Amérique latine, aux États-Unis, au Canada. Ce sont des gens ouverts au monde. Mais la majorité de la population haïtienne est d'origine agraire, vient du centre, là où on a détruit, Clinton a détruit les rizières de l'Artibonite. Donc il faudrait repenser à cette tradition haïtienne d'une économie, d'une agriculture de subsistance. Et ne pas avoir des grands projets et avoir un règlement avec la République dominicaine, n'est-ce pas? On n'a pas d'une façon impunément une frontière terrestre avec un chien de faïence. Il faudrait trouver un accord avec la République dominicaine, même si on sait très bien qu'Abinader a fait sa campagne, a fait sa carrière politique dans un discours anti-haïtien, n'est-ce pas? Et qui a été rénové maintenant. Mais il va falloir faire avec. Ce sont la République dominicaine doit à Haïti la libération des esclaves, n'est-ce pas? Ça, ils oublient souvent, les Dominicains. Mais Haïti, lorsqu'il est occupé, la République dominicaine a aboli l'esclavage. Donc, il faudrait qu'il y ait une autre façon d'avoir des rapports avec l'Amérique latine. Mais comme l'Amérique latine, comme vous savez, est très partagée aujourd'hui, entre plusieurs tendances, on a vu l'intronisation de Maduro, qui avait le président dictateur du Nicaragua et de Cuba, seuls qui sont allés à la cérémonie de Maduro. Ça veut dire qu'il y a une Amérique latine partagée, divisée, mais il faudrait qu'Haïti trouve un moyen de se rapprocher. Merci beaucoup, Ricardo. Je crois qu'il est temps d'ouvrir le débat avec la salle. Tu parlais très justement du rôle de la diaspora aussi haïtienne. Je sais qu'il y a des Haïtiens, des Haïtiennes parmi nous. Donc, si vous avez des questions, peut-être privilégier un format un peu court pour qu'on puisse continuer à débattre. J'ai un petit micro, je vais passer parmi vous. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Et après, on reviendra devant. Bonjour, je suis Fabien Cohen, je suis secrétaire général France-Amérique latine et porte-parole de la plateforme française de solidarité avec Haïti, composée d'une centaine d'organisations importantes, dont la CGT par exemple, l'organisation syndicale et autres. Ma question, elle est toute bête. Finalement, selon vous, quel est l'enjeu stratégique géopolitique qui fait qu'à un moment donné, on s'acharne autant, on fasse autant d'erreurs, comme vous dites, sur Haïti? Est-ce qu'on groupe 2-3 questions? Oui, on peut peut-être prendre deux, trois questions. Je sais qu'il y en avait de ce côté de Madame. la salle. Oui, bonsoir. Je crois que Haïti fait partie de l'Union africaine. Qu'est-ce que ça lui enlève ou qu'est-ce que ça lui donne de faire partie de l'Union africaine? Et monsieur devant. Voilà, juste devant là. Bonsoir, je suis Assad Volsi, ou Volsi Assad. Je suis PDG de Gazette Haïti. Je viens d'Haïti. J'étais au Bénin dans le cadre de la fête du Vaudou. Et j'en ai profité pour transiter vers Paris, nous allons voir des amis. Et cet après-midi, j'ai été au restaurant avec des amis, ambassadeurs, etc. Et puis j'ai été informé de votre présence ici
dit pourquoi pas. Ils m'ont invité, je suis là. Je vous ai écouté parler. Vous êtes... vous connaissez un peu Haïti. Et vous écrivez sur Haïti. Bon, naturellement, je suis arrivé un peu en retard. Je n'ai pas toutes les données, mais le peu de ce que je comprends, c'est que vous dites, et si je fais des erreurs, vous me corrigez, que l'Amérique latine ne va pas intervenir, pour les raisons que l'on sait. Là, on parle de la situation sécuritaire qui s'aggrave de jour en jour en Haïti. Vous dites aussi que la mission aussi qui peine à déployer en Haïti, par contre, goutte. Donc là aussi, on ne voit pas vraiment le bout du tunnel. Et quand madame vous a demandé quelle est la solution, vous dites qu'il faut donner la parole au peuple. Et comment donner la parole au peuple dans une situation de ce genre, où 85% de la zone métropolitaine, considérée comme 60% de la population électorale, est prise en otage par les gangs. D'accord. Comment vous voyez cette solution? Parce qu'on ne peut pas faire des élections dans de telles conditions. Parce que merci. On va peut-être répondre à ces 3 premières questions et après merci beaucoup. Pour la première, sur la place stratégique de l'Haïti, les États-Unis ont eu au long de son histoire, surtout la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et d'autres, des éclatants succès ou des réussites. Et des échecs étourdissants également, n'est-ce pas, en Afghanistan et d'autres. Mais je crois que les 2 grands échecs de la politique étrangère des États-Unis, c'est aux portes de Miami. C'est Cuba et Haïti, pour des raisons différentes. Mais ce sont les 2 grands échecs. Il n'empêche qu'Haïti a payé un prix très fort pendant la guerre froide. On a accepté tout de Papadoc, tous les crimes commis par Papadoc. Parce qu'on ne voulait pas, surtout à partir de 1961, une deuxième Cuba. Aujourd'hui, lorsqu'on est sur la base de Guantanamo, dans l'est de Cuba, par jour, sans brume, sans néblis, on arrive à voir les plages haïtiennes depuis la base. Donc les États-Unis, et ça j'ai dit d'une façon tout à fait objective, tout à fait franche, jamais vont admettre une deuxième Cuba. Donc ceux qui, à un moment donné, caressaient l'idée d'une révolution en Haïti, je crois qu'ils peuvent l'abandonner. Cela ne va pas se passer. Donc il faudrait que ce soit une Haïti démocratique. Une Haïti démocratique. On n'est pas au début de ce processus, comme on a vu. Donc, à part cela, je ne vois pas d'autres raisons stratégiques. Il y a certains chercheurs, mais qui ne présentent pas de preuves en parlant des richesses du sous-sol haïtien. Et ceci. Je crois que la grande richesse haïtienne, c'est son peuple. C'est son peuple extraordinaire de la diaspora, mais également à l'intérieur d'Haïti. Et finalement, c'est ce qu'Haïti fait, c'est expulser ses enfants de son territoire, n'est-ce pas, étant donné la situation terrible, surtout ces dernières années. Donc je ne peux pas aller plus loin de cette importance stratégique. Parfois on dit non, Haïti va être une espèce de Porto Rico du Canada, n'est-ce pas? Je ne crois pas, je crois pas. Une nation ne meurt pas. Haïti ne mourra pas. Mais elle survit avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Et je crois qu'un des chemins serait un chemin de se rapprocher, et j'espère qu'un jour cela se fera réalité, de l'Amérique latine et de ses voisins de la Caraïbe. Sur l'Union africaine, je sais qu'il y a des relations. Il y a d'ailleurs un ministre haïtien qui vient de passer par le Bénin, mais je ne crois pas qu'il y a ce rêve de revenir au continent mère, n'est-ce pas? Je crois qu'Haïti est un pays
des Amériques. Je ne crois pas que l'Afrique, même si le Kenya peine d'ailleurs, est solidaire maintenant avec Haïti, mais dans de certaines conditions. On voit très bien que sans les sous des États-Unis, il n'y a pas de Kenya en Haïti, n'est-ce pas? Sans que les Américains ne payent tout, et encore un peu plus, il n'y aura pas des Africains en Haïti. Finalement, la troisième question, c'est la question que tout le monde se pose, n'est-ce pas? Comment faire des élections? Je vous rappelle seulement une chose, lorsque l'international veut des élections, il le fait, il le force. Le 12 janvier 2010, il y a eu un tremblement de terre, un séisme horrible, c'est la plus grande catastrophe naturelle concentrée dans un seul pays, en termes de victimes, en termes de dégâts, dans la région, le cœur économique et politique d'Haïti, qui était la région métropolitaine de Port-au-Prince. En octobre, le 21 octobre de la même année, le choléra apparaît en Haïti pour la première fois dans son histoire. Et qu'est-ce qu'on a fait? Le 28 novembre, on a fait le premier tour des élections présidentielles. Pourquoi? Parce que l'international voulait que Préval parte à la fin de son mandat. Et tout était bon pour le faire. Donc, c'est une question qui derrière cette question, il y a une volonté de dire non, on va continuer les transitions. Moi, je suis contre les transitions parce que c'est la déresponsabilisation de ceux qui sont au pouvoir. Le manque de transparence. Et maintenant, on parle de président du Conseil électoral. Non, c'est lui qui répond par le Conseil électoral transitoire et les porte-parole. Président, on est en Haïti quand on est élu. Et M. Leslie Voltaire a été déjà candidat de la Valace. Il n'a pas été élu. Et les autres non plus. Donc, il faut passer par la volonté de l'électeur. Et là, je suis vraiment pour cela. Il faut donner la parole au peuple. Tant qu'on ne donnera pas la parole au peuple, on sera dans cette situation d'instabilité, des crises permanentes. Et toujours, si ce n'est pas maintenant, les crises sécuritaires, il y aura d'autres crises. Mais en 2010, il y avait la crise du tremblement de terre, il y avait le choléra. Donc, on ne pouvait pas faire de campagne électorale, on ne pouvait pas faire de meeting, et on a fait la votation un mois après. Donc, quand on veut, on le fait. Merci Ricardo. Je pense qu'on peut prendre une deuxième série de questions. Je crois qu'il y avait personne par là. Oui. Ce que vous proposez, en fait, c'est des vraies élections et puis un accord interne des partis politiques et un accord externe, donc avec les voisins. C'est une recette en fait valable pour tous les pays. On pourrait donner cette recette aussi pour le Venezuela. Je pense que pour l'Haïti, il doit y avoir encore quelque chose en plus parce que sa géographie, les problèmes sont encore au-delà de, je dirais, de la moyenne. Donc je vous demande seulement un quatrième ou cinquième. Il y avait là-bas aussi. Bonsoir. Pour prendre le relais de la question des messieurs à propos de l'organisation des élections et pour la réalisation du pacte de liberté, je pense que ce pacte préconise l'intégration des gangs, vu qu'ils sont les protagonistes de la politique de la rue. Donc comment intégrer les gangs en les donnant des autres opportunités politiques que la propre guerre, qui est le seul moyen de maintenir le pouvoir. De peur à ne pas tomber dans la politique des gangs, faire la politique institutionnelle. Je propose de prendre une troisième question. Merci. Bonjour. Moi, je suis étudiant dans un master d'aide humanitaire et je suis en train de travailler le sujet de l'Haïti
de l'éducation dans des contextes ruraux. Et dans notre recherche, on a trouvé aussi que la centralisation était un problème central en Haïti. Et je voulais savoir si vous savez plus sur les origines historiques de cette centralisation, de pourquoi aussi ça porte de conséquences avec les gangs qui soient concentrés dans la capitale Port-au-Prince, et comment ça aussi contribue à que ça soit une situation extrêmement centralisée et comment ça peut aggraver tous les problèmes du pays. Bien, merci beaucoup. Bien, merci. J'étais vraiment très, très modeste, n'est-ce pas, quand j'ai parlé des questions politiques, parce que les véritables problèmes ne sont pas là. Le véritable problème, c'est la désespérance, le chômage, l'éducation qui se trouve entre les mains des privés, l'abandon de l'agriculture, un développement. Parfois, on parle d'un plan Marshall pour Haïti, mais c'est évident que les racines du mal haïtien, du mal politique haïtien, se trouvent dans les conditions socio-économiques, n'est-ce pas? À la limite, on pourrait dire, est-ce qu'Haïti peut être démocratique étant donné leurs conditions socio-économiques actuelles? Est-ce qu'on peut acheter la démocratie en étant dans un supermarché international et implanter en Haïti? Je doute. Mais au moins la démocratie formelle, au moins que les peuples, à un moment donné, je me souviens les élections, la votation de 2006, c'était une fête en Haïti. Une fête. Les gens se déplaçaient comme s'ils allaient à la messe du dimanche pour aller voter. Ils faisaient la queue un derrière l'autre, comme ça, collés à l'autre pour que personne ne puisse interrompre cette envie de voter. Et ça a été enlevé du peuple haïtien. Donc je crois que ça, c'est le préalable. Mais c'est évident qu'il y a un pays qui a une histoire si forte et si extraordinaire comme Haïti, pas pour nous, mais pour l'humanité, pour l'histoire de l'humanité, ne mérite pas le sort qu'il a aujourd'hui. Ne mérite pas avoir ces indices socio-économiques ou cet indice sur la perception de la corruption, ces manques de structures judiciaires, ces manques d'État, n'est-ce pas? Donc, je comprends votre question, mais je voulais seulement dire, voilà le premier pas. On devrait aller beaucoup, beaucoup plus loin. Guilherme, ta question est importante, mais elle me permet de dire qu'aujourd'hui, il y a quand même deux chemins que se présente Haïti face aux gangs. Et on voit très bien apparaître dans les prises de position. Il y a un qui est le bois calé, c'est-à-dire on va faire une alliance entre la population et la police, et on va prendre ces gens en flagrant délit, ou même pas en flagrant délit, on va les lyncher, et on va brûler les corps comme ils ont fait à plusieurs reprises. Il y a ce chemin. Et parfois, on voit des dirigeants actuels du Conseil présidentiel transitoire qui prônent cette politique. Le fait de recevoir des policiers d'El Salvador renforce cette perception. Parce que vous savez que Bukele est tout sauf un enfant de cœur. Donc il y a ce chemin. L'autre chemin, c'est, d'ailleurs, il y a un député du parti Tête Calais qui vient de déclarer hier qu'il fallait intégrer les gangs dans un nouveau cadre politique. C'est-à-dire que les gangs vont se transformer en parti politique ou une espèce de mouvement qui soit reconnu. On a eu deux solutions, ces deux solutions appliquées un peu partout, n'est-ce pas, aux États-Unis, à Chicago, au Mexique, à El Salvador, au Brésil avec le PCC. Il y a eu des arrangements partiels entre la société représentée par la police et les instances judiciaires et les gangs. Il y a eu. Parce qu'on n'arrivait pas à les mater. Il y a eu également là, le contraire, n'est-ce pas? C'est que se passe aujourd'hui en
en El Salvador et qui peut-être ça sera un des chemins. Et d'autres disent ce qu'il faudrait, ce sont des matous, des gens, des mercenaires qui arrivent en Haïti, payés par quelqu'un, et qui tuent tous ces gens qui sont des jeunes, il y a des enfants. La moitié sont des enfants. Voilà. Donc, je crois qu'une partie ou la majorité de la population verrait avec des bons yeux cela. C'est pas très démocratique, c'est pas très humanitaire, mais enfin, on verra bien. On est dans cette discussion et dans ce débat qui va plus loin qu'un débat parce qu'il y a des faits concrets dans ce sens. Finalement, la troisième. La centralisation. Port-au-Prince est connue comme la République de Port-au-Prince, n'est-ce pas? Tout se concentre à Port-au-Prince, c'est pour cela que le tremblement de terre, le fait d'avoir l'épicentre, le séisme, dans la région, près de Léogâne, entre Carrefour et Léogâne, a fait en sorte qu'on détruisait le cœur économique et politique d'Haïti. Ça continue comme ça, n'est-ce pas? On va aujourd'hui en Provence, et on se promène, on va dans des plages, on va dans des villes, dans des villages, sans aucun problème. La question centrale de la sécurité, ou le manque de sécurité, c'est à Port-au-Prince, et c'est tout est décédé à Port-au-Prince. L'économie, l'éducation et tout. Et ça, c'est un problème que, on ne sait pas de qui, peut-être c'est des Français qui ont hérité cet esprit non fédéral ou non fédératif de l'administration publique. On a peut-être quelques minutes encore pour une dernière question ou intervention. Oui. Merci beaucoup. Je suis Louis Novolsi, je suis le chargé d'affaires d'Haïti en France et je remercie la Maison de l'Amérique latine de la tenue de cette discussion, de cet échange et merci aussi de l'invitation. J'aurais 3 questions pour M. Senensus. J'ai lu notamment votre ouvrage sur l'échec de l'aide internationale en Haïti, parce qu'en fait je suis aussi doctorant à Paris-Gan, je travaille sur l'action des Nations Unies dans le domaine du maintien, du rétablissement et de la consolidation de la paix en Haïti. Donc j'ai été amené à lire votre ouvrage et vous avez déclaré naturellement on ne peut pas édifier la paix où ça n'existe pas. Il fallait plutôt construire une paix afin de pouvoir la maintenir. J'aurais 3 questions rapidement. Pourquoi vous pensez que la professionnalisation de la police nationale qui a commencé depuis les années 95, les années 90, mais plus précisément 95, je considère que la police c'est un bébé de la communauté internationale en Haïti. Pourquoi vous pensez que ça a été un échec? Pourquoi on n'est toujours pas parvenu à la professionnalisation de la police? Ça c'est la première chose. La seconde chose, est-ce que vous pensez que l'ONU, au-delà de la question de la responsabilité, j'ai bien aimé parce qu'en fait je suis internationaliste de métier, on va dire de formation, aussi de métier, j'aurais voulu vous demander qu'est-ce que vous pensez que l'ONU aurait pu faire de plus, outre la question de la responsabilité? Vous avez dit le soldat onusien, c'est un petit peu l'angle mort en termes de responsabilité internationale. Pourquoi qu'est-ce que vous pensez que l'ONU aurait pu faire plus pour un petit peu sauver son image dans le pays? Et troisièmement, c'est par rapport naturellement à la question de l'aide internationale en tant que telle. Est-ce que vous pouvez revenir sur les 3 principaux éléments qui expliquent l'échec de l'aide internationale en Haïti? Merci beaucoup. Une nouvelle conférence. Voilà, donc tu as 3 minutes, Ricardo. 3 minutes, d'accord. Bon, la PNH est, monsieur le chargé d'affaires, je vous remercie pour la question et je vous remercie pour votre présence. La PNH est ombilicalement, on peut dire ça, liée au Canada, aux États-Unis et à France. C'est les 3 pays qui ont accaparé la PNH depuis. Il y a des accords, il y a le transfert de connaissances de la police montée canadienne pour la PNH. Ce n'est pas très bien adapté aux cieux caribéens, mais enfin, c'est ça. Ceux qui ont fait les calculs des 14 000 policiers, je ne sais pas d'où ils sortent ça. Parce qu'en fait, Haïti, c'est un pays pacifique. Avant ces éruptions de violence, Haïti
arbore 6 assassinats par 100 000 habitants. C'est les chiffres cubains. C'est les chiffres cubains où on a un État présent. Pourquoi? Je ne veux pas entrer, ce n'est pas une autre conférence. C'est parce que les Haïtiens sont non violents. Il y a le respect de l'autrui. Le mouvement Sans Terre au Brésil est en Haïti depuis des années. Essaye de faire en sorte que les paysans haïtiens se révoltent et occupent les terres. Ils ne réussissent pas. Pourquoi? Parce que le respect de la propriété, le respect du plus âgé, le respect de la cour. Donc, c'est toute une culture complètement différente de celle qu'on connaît en Occident et qui fait en sorte, et je ne veux pas vous cacher, que le vaudou a un rôle pédagogique extraordinaire en Haïti. Même si la majorité des citadins haïtiens ne le reconnaissent pas, il est présent, omniprésent. Donc, la PNH a copié, a été copié sur des modèles étrangers, et c'est évident que ça ne fonctionne pas. Les Canadiens vont dire, mais qui paye commande, mais enfin, mais c'est pas ça. Bon, la responsabilité des Nations Unies. Écoutez... Elle aurait pu faire de mieux, en fait. Non, elle aurait dû faire complètement différent. Quand elle a su, et elle a su, que le choléra venait de cette base, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Avertir les Haïtiens. Mais je pense que la question, c'est au-delà du choléra, en fait. C'est-à-dire le rôle, au-delà du choléra, ce que l'ONU aurait pu faire. C'est pas la question du choléra. C'est le rôle en dehors de ça, en fait. Oui, mais j'insiste sur le choléra parce que j'étais là et j'ai vu très bien comment... Non, bien sûr, mais c'est par ailleurs, en fait. Qu'est-ce que c'est les Nations Unies? Lorsqu'il s'agit de prévention des conflits et des maintien de la paix, c'est ce que les 5 membres du Conseil de sécurité décident. Ne peut pas être autrement. Ce n'est pas les fonctionnaires qui vont décider. Pour la coopération, au développement, la l'ONCTAD, le CNUSEL, le PNUD, tout ça, on sait jusqu'où on va. Mais pour le maintien de la paix, c'est le Conseil de sécurité. Tant que le Conseil de sécurité ne prend pas ses responsabilités ou prend comme il l'a pris, les choses se passent comme elles sont. Je ne suis pas cynique. Je ne veux pas dire que l'ONU doit être une espèce d'œuvre du Saint-Esprit. Non, l'ONU est le reflet du système international réel, n'est-ce pas? Elle ne peut pas ne pas être. Si elle n'est pas le fidèle reflet du système international, elle va à l'échec. C'est pour cela que quand on dit on va démocratiser les conseils de sécurité, j'ai dit halte là. On peut rendre démocratique et rendre encore plus inefficace. C'est sûr. C'est sûr. Et tant qu'il y aura ces droits de veto, elle pourra fonctionner plus ou moins. Mais s'il n'y a pas de droit de veto, qu'est-ce que les grandes puissances, vous croyez qu'ils vont faire? Vont agir en dehors des Nations Unies. C'est ça qu'ils ont toujours fait. Donc, ce n'est pas la quadrature du cercle. Les Nations Unies, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre des hommes. Et des hommes qui ont le pouvoir, et les 5 vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Il ne faut jamais oublier cela. Il ne faut jamais oublier cela. Donc, elle passe par ces... Depuis 1945, il y a eu 250 guerres dans le monde. Il y a 70 millions de morts et de réfugiés. Où était l'ONU? Où était le Conseil de sécurité? Parce qu'on dit l'ONU n'est pas venue pour sauver la paix. Elle est venue pour sauver l'humanité du précipice nucléaire. Elle aide à cela. Donc il ne faut pas demander à l'ONU plus qu'il ne pourra le faire. Troisième, oui. Sur l'aide internationale, parce qu'après on va devoir... Sur l'aide internationale. Ça. On n'a jamais entendu parler d'un pays qui se développe avec l'aide internationale. Prenez la Corée, prenez le Japon après la Deuxième Guerre mondiale. La coopération ciblée dans un processus de reconstruction, comme c'était fut le cas en Europe après la Deuxième Guerre mondiale, avec le plan Marshall, qui a refait des structures qui existaient avant en les modernisant, c'est une chose. L'aide internationale, on voit très bien ce qui se passe. Il y a une industrie de l'aide, Tuborgman et d'autres, et je peux les rappeler. Et il y a des ONG partout, qui pullulent partout, qui ne
reçoit, juste pour vous donner un exemple, 2% de l'aide promise à Haïti est arrivée en Haïti à travers l'État haïtien. 2%. Le reste, c'est même pas sorti de leur propre pays. La Croix-Rouge américaine a payé toutes ses dettes, 600 millions de dollars, avec les donations faites à Haïti. Et d'autres, pas besoin de vous énumérer, mais il y a une liste très très longue. Donc, Haïti a été promis, Haïti a été dit qu'on allait donner 11 milliards de dollars pour la reconstruction. Rien ne s'est passé. On a payé les Marines, on a payé le bateau des États-Unis qui était dans la baie de Port-au-Prince. Enfin, donc, pour que vous ayez une idée, c'est reconnu dans une commission d'enquête des États-Unis que 25% des 1 milliard de dollars donnés à la Croix-Rouge américaine pour Haïti, 25, c'est-à-dire 250 millions de dollars, c'est passé aux frais administratifs de la Croix-Rouge. Pour vous dire, Haïti fait partie d'un rouage dans ce système d'aide. Et tant qu'on n'aura pas créé des conditions pour avoir un État, je ne dis pas un État fort, mais un État capable de répondre aux nécessités du peuple haïtien, Haïti ne va pas sortir de l'auberge. Merci. Je crois que ce sera le mot de la fin. Oui, malheureusement, on n'a pas d'espace pour les dernières questions, mais on a un petit... La raison pour laquelle c'est qu'on doit libérer la salle, mais on a aussi un petit verre de l'amitié qui nous attend à côté, ce qui nous permettra de continuer à discuter avec Ricardo. Juste une chose, je voulais vous remercier beaucoup de votre présence. J'étais très honoré. Donc vous êtes tous conviés à vous rendre dans la salle qui se situe à côté pour poursuivre cette discussion autour d'un verre. Et j'en profite pour vous annoncer la prochaine tribune de l'actualité latino-américaine et caribéenne qui aura lieu le 27 février prochain sur des questions